Bonjour, mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Mariam, doctorante à l'Université Tabeya, faculté Semedalia et en collaboration avec l'Institut national de la recherche agronomique à Agadir. Aujourd'hui, je vais présenter mon travail qui est intitulé Suivi et monitoring de l'état de la biodiversité dans l'arguinerie. Ce sujet a été encadré par Monsieur Delis Sissou et Madame Naïma Aïdad. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir présenter aujourd'hui devant vous mes résultats de ma recherche. Pour vous introduire, la conservation de la biodiversité devient un challenge pour les scientifiques, surtout après la signature de la Convention sur la diversité biologique de Rio en 1992. Chaque espèce, quel que soit grand ou petit, contribue de manière unique à la richesse de la biodiversité, offrant des services écosystémiques essentiels tels que la pollinisation, la régulation du climat et la purification de l'eau. Donc, chaque disparition d'une espèce présente la perte d'une source potentielle d'innovation, de connaissances scientifiques et de ressources génétiques et aussi à la sécurité alimentaire. La perte rapide de la biodiversité que nous observons aujourd'hui est principalement attribuée à des activités humaines telles que la déforestation, la pollution, le changement climatique et la surexploitation des ressources naturelles. Le Maroc est reconnu par une flore végétale très importante avec 5200 espèces et sous-espèces de plantes vasculaires regroupées en 155 familles et 981 genres. Parmi les espèces de la flore marocaine, on a 900 qui sont endémiques et 600 qui sont des espèces aromatiques et médicinales. Il est essentiel de s'intéresser maintenant à l'un des piliers naturels du Maroc, les essences forestières. Véritable marqueur de l'identité écologique du pays. Elle joue un rôle clé dans la biodiversité, l'équilibre des écosystèmes et le développement des régions. Découvrons ensemble les principales essences forestières du Maroc, un patrimoine naturel majeur à préserver. Passons donc à la découverte des principales essences résineuses marocaines. Parmi elles, nous trouverons le cèdre de l'Atlas. On a lapin maritime de montagne, on a lapin d'Alpes, lapin de Pinon et le cyprès de l'Atlas au cyprès du Maroc. On a le thuya de Berbéré et on a aussi autres comme le sapin. Après les essences régionaux, il y a tout aussi important de s'intéresser aux essences forestières feuillées qui occupent une place majeure dans les paysages marocains comme la chêne de liège, la chêne vert, aussi acacia saharien, le pistachier de l'Atlas et aussi le caroubier, l'eucalyptus et tamaris. Après avoir présenté les principales essences feuillées du Maroc, concentrons-nous maintenant sur l'espèce phare de notre étude, l'arganier, c'est l'Argania spinosa, un arbre unique et emblématique du patrimoine naturel marocain. Sans tarder, et pour vous introduire au sujet, il est important de rappeler que les forêts des zones arides représentent environ 6% de la superficie forestière mondiale. Elles fournissent des biens et des services écosystémiques essentiels à plus d'un milliard de personnes vivant dans les zones arides et semi-arides. Dans ce contexte, la réserve de biosphère de l'Arganier, reconnue par l'UNESCO en 1998, constitue un exemple remarquable et les principales formées de la population naturelle d'Arganier. Une espèce emblématique des milieux arides et semi-arides joue un rôle majeur dans la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes forestiers. L'arganier est parfaitement adapté à l'aridité, peut résister pour des longues périodes de sécheresse avec des précipitations annuelles sauf limitées à 100 à 300 mm. L'argania spinosa est une espèce endémique du Maroc et il appartient à une famille tropicale, celle des sapotacées. Et au niveau du Maroc, il couvre une superficie de 861 210 hectares. Il se présente le long du littoral entre Safi et Sidi Ifni.
et passe dans la plaine du Sousse et les flancs des parties occidentales de l'autre Atlas et l'anti-Atlas. Elle est aussi connue pour ses caractéristiques xérophiles et thermophiles, c'est-à-dire qu'il se développe dans le climat aride et semi-aride, tempéré et chaud, à condition que l'humidité relative de l'air soit suffisante. Sa capacité de profiter de l'eau atmosphérique le distingue de toutes les autres essences forestières. Alors, les premiers écrits sur l'arganier sont mentionnés par des géographes et des médecins arabes qui ont étudié la région du Maghreb. Et de nombreux auteurs reprendront ces écrits et complètement sa description de l'arbre. L'arganier est un arbre mesurant de 2 à 10 mètres de hauteur. Elle présente une grande diversité de formes, que ce soit au niveau de l'arbre lui-même, de leurs fruits et encore de sa phénologie. Il constitue une source importante de revenus et de nourriture pour les populations et largement exploité sous différentes formes. Il a des intérêts biologiques, écologiques et aussi socio-économiques pour la population. Arrivons maintenant à la présentation de la méthode d'extraction de l'huile d'argan alimentaire. Elle est commencée par le ramassage des fruits mûrs puis leur séchage au soleil. Au Maroc, il existe une période de fermeture des forêts d'arganier appelée Agdan pour protéger les arbres du pâturage et de toute activité humaine. Cette fermeture avait lieu de mai-juin jusqu'au mois d'août, permettant ainsi aux fruits de sécher doucement et de tomber naturellement sur le sol, facilite leur ramassage par la population locale. Malheureusement, ce système n'est plus toujours appliqué aujourd'hui. Et ensuite, on retire la pulpe pour ne conserve que le noyau et casser à la main pour obtenir les amandes si elles sont légèrement torréfiées. Et cette phase, c'est la différence entre l'huile cosmétique et l'huile alimentaire. Pour l'huile cosmétique, on dépasse, on échappe l'étape de la torréfication. Et pour l'huile alimentaire, non, on fait la torréfication légère pour les amandiers. Et après l'huile, on prépare comme une pâte. Après l'huile après légèrement torréfiée, puis broyée en pâte. L'huile est enfin extraite par le malaxage, laissée à décompter, puis filtrée pour obtenir une huile pure prête à la consommation. Tous les déchets sont valorisés. La pulpe et le tortue ont été utilisés pour l'alimentation des bétails, tandis que la coque serait utilisée pour le chauffage et au four traditionnel au Maroc. Avant de commencer dans ma recherche, je vais aussi présenter brièvement le projet dans lequel s'inscrit mon travail, le projet d'ARED au développement de l'arganiculture dans les zones vulnérables. Fait partie des plans Maroc vert et de la stratégie de Generation Green. Elle contribue au engagement du Maroc face au changement climatique avec pour objectif de réduire les gaz à effet de serre de 42% d'ici 2030. Concrètement, le projet vise à créer 10 000 hectares de vergers d'arganier sur des terrains privés limitrophes de la forêt naturelle afin de réduire la pression immense sur l'écosystème. Aujourd'hui, la forêt naturelle d'Arganier est fragilisée par plusieurs pressions. Le surpâturage, coupe de bois, expansion agricole et les effets des changements climatiques. Ces pressions provoquent une dégradation progressive de la couverture végétale qui varie selon les régions. Pour répondre, le projet d'ARED a été créé des vergers d'arganiculture sur des terrains privés autour des forêts d'arganier naturels. Les chercheurs et les agriculteurs participant activement à la gestion durable de ces ressources, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité et de l'écosystème d'Arganier. À travers cette étude et face à la perte de la biodiversité florale de la RBA, la réserve de l'Arganier, et à la nécessité de renforcer la conservation, nous cherchons à répondre aux questions suivantes.
Cependant, comment préserver et restaurer la biodiversité floristique dans les zones plantées et naturelles? Comment la diversité génétique et les différents écotypes de l'arbre gagné influencent-ils l'adaptation et la survie des gens plantés et des arbres locaux face aux conditions locales et au stress liés à la sécheresse et au changement climatique? Comment assurer la pérennité des services écosystémiques fournis par l'arbre gagné tout en sortant sa production durable? Comment harmoniser la conservation de l'écosystème avec les activités agricoles, des projets et la participation des communautés locales? Passons maintenant à nos objectifs. Pour cette recherche, l'objectif général, il s'agit de contribuer à la durabilité écologique de l'arbre gagné en évaluant les impacts de l'organiculture sur les écosystèmes et en identifiant les pratiques de gestion les plus adaptées. À partir de cet objectif principal, 4 objectifs spécifiques ont été définis. Le premier objectif, c'est évaluer et comparer l'état écologique de l'arbre gagné. Le deuxième, c'est suivre la transformation des paysages et proposer des actions de gestion durable, évaluer et comparer l'état écologique de l'arbre gagné. Le troisième, c'est étudier la diversité génétique et les capacités d'adaptation de l'arbre gagné. Et le quatrième, analyse les dynamiques socio-économiques et renforcer la participation des communautés locales. Ma thèse s'articule autour de 3 axes complémentaires qui permettaient d'aborder l'organiculture durable sous ses différentes dimensions, écologique, spatiale, sociale et génétique. Le premier axe, c'est le suivi de la biodiversité dans les plateformes d'organiculture et la forêt limitrophe. Le deuxième axe, c'est la diversité génétique et effet des conditions phytoclimatiques sur l'adaptation des jeunes plantés dans les différentes régions. Et le troisième axe, c'est l'évaluation des effets des bonnes pratiques de management sur la biodiversité dans l'arbre. Notre travail est réalisé au niveau de 6 sites. Les 6 sites se diffèrent en termes de conditions climatiques, hydriques et géologiques. Les essais de recherche ont été menés à Essaouira, Tiznit, Shtuka Eitbaha, Taroudant, Sidi Ifni et Gelmim. Passons maintenant à la méthodologie. Concernant la méthodologie adoptée dans cette recherche repose sur 2 approches principales, chacun selon un milieu spécifique. La première approche basée sur la méthode point quadrat, la méthodologie adoptée dans cette recherche repose sur l'étude de la biodiversité floristique au niveau des plateformes d'organiculture. Pour cela, nous avons délimité sur chaque site une parcelle principale de 50 mètres x 50 mètres. À l'intérieur de ces parcelles, 2 sous-parcelles opposées ont été entourées. Et dans chaque sous-parcelle, 4 quadrats de 1 mètre carré étaient utilisés pour recenser et dénombrer les espèces végétales présentes. L'inventaire floristique a été réalisé au printemps, mars-avril, sur 3 ans consécutifs. La deuxième approche, c'est l'étude de la biodiversité florale dans les forêts limitrophes. Pour cette partie, nous avons adopté une approche en forme d'Y inversée avec 3 axes orientés vers le nord, le sud-ouest et le sud-est. Donc, le point de départ de ces 3 axes est la plateforme préalablement installée en 2021. Le long de chaque axe est une distance de 500 mètres. La première parcelle de 50 mètres x 50 mètres est installée. À la limite de cette dernière, on rajoute 500 mètres pour l'installation de la deuxième parcelle. Ce travail est réalisé sur tous les axes, résultant donc un total de 6 parcelles par site. Concernant la méthodologie d'échantillonnage et de suivi des jeunes plantiers des arbres d'arganier, nous avons suivi des jeunes plantiers d'arganier provenant de différents écotypes sur les 6 sites. Pour ce faire, nous avons sélectionné 10 plantiers par parcelle, dans chaque extrémité 2 plantiles et 2 au centre, pour un total de 20 plantiles dans chaque site et en sélection des arbres locaux dans chaque site. Pour poursuivre, il faut savoir que nous avons utilisé 2 méthodes différentes aussi pour l'échantillonnage du sol, une pour les plateformes et l'autre pour les forêts limitrophes. Pour les plateformes, nous avons réalisé l'échantillonnage du sol en choisissant 3 à 4 points aléatoires dans chaque parcelle.
Pour les forêts limitrophes, nous avons retenu 5 points par parcelle, 4 aux extrémités et 1 au centre. Les différents prélèvements ont ensuite été placés dans un sac plastique et homogénéisés pour la forêt. Alors, pour notre calendrier de terrain, nous avons suivi le plan suivant. D'abord, pour ce qui concerne les arbres âgés au local, leurs paramètres ont été mesurés qu'une seule fois, soit en 2021 ou en 2023, en 2022, au mois de mars. Pour des analyses génétiques, un unique échantillonnage de feuilles a été réalisé également en mars 2021. Et en ce qui concerne les analyses phytochimiques, les feuilles des arbres locaux ainsi que celles des jeunes plantés sur les deux sites ont été prélevées plus tard en mars 2023. Pour le suivi des jeunes plantés, nous avons mesuré différents paramètres 2 fois par an, en mars et en octobre, et ce durant les 3 années d'étude. Le prélèvement de sol des plateformes en suit exactement le même rythme 2 fois par an, en mars et en octobre, pendant les 3 ans. Et pour l'inventaire des espèces a été réalisé chaque année au mois de mars durant les 3 années de projet. Et enfin, pour l'inventaire des espèces dans les forêts, il était fait une seule fois. Dans le cadre de notre étude, et 2 fois par an, nous avons mesuré le diamètre recollé, la hauteur des plantes et la circonférence. Ces mesures nous permettent d'évaluer leur croissance, leur évolution au fil de temps, ainsi que l'état général de chaque individu. Il y a l'état de l'apex, celui des feuilles, la présence éventuelle des maladies et bien sûr la survie de la plante. Nous avons également révélé les points GPS pour chaque arbre. Pour les espèces locales, nous avons sélectionné un échantillon de 9 à 10 arbres par site. Sur chaque d'eux, nous avons mesuré la hauteur à l'aide d'un rélascope, diamètre à hauteur poitrine, le DPH, ainsi que le circonférence. Pour l'échantillonnage foliaire, nous avons prélevé des échantillons dans les 4 directions de l'arbre et à différentes hauteurs afin d'obtenir un échantillon représentatif. Dans cette section, nous présentons les différentes formes qui peut prendre l'arganier. Pour cela, nous avons décrit la structure de l'arbre et son type de feuillage. Et nous avons appuyé sur nos observations de terrain et sur les résultats d'autres recherches. Cette analyse met en évidence une grande diversité morphologique pour l'arganier. Ça dépend de la région, si ce qu'il y a de la plaine ou dans les montagnes, est-ce qu'il y a de vent ou non. Ça dépend de leur localisation. Donc, on arrive sur l'extraction de l'ADN ou la caractérisation moléculaire. Nous avons extrait l'ADN des échantillons en suivant le protocole de Madame Etab en 2015 avec quelques modifications. La première photo, c'est juste pour la méthode d'extraction et la deuxième photo, elle illustre la migration pour vérifier la qualité de l'ADN. La deuxième étape pour la caractérisation moléculaire a consisté à analyser la variabilité génétique des échantillons à l'aide des marqueurs ISSR. Pour cela, nous avons d'abord optimisé le milieu réactionnel afin d'obtenir des résultats fiables. Puis, nous avons testé 18 marqueurs ISSR. Pour les caractérisations phytochimiques, dans le cadre de cette étude, une caractérisation a été faite pour les feuilles provenant de différents sites. Donc, ce sont dans un premier temps, les feuilles collectées et après, on a conservé, séché et à la fin, on a brouillé pour faire les analyses suivantes. Par la suite, plusieurs paramètres morphologiques, écophysiologiques et biochimiques ont été évalués pour les analyses. On a réalisé la surface foliaire, la longueur et largeur des feuilles, le rapport chlorophylle, la teneur en eau, le dosage des protéines, l'activité enzymatique, l'activité, le teneur en polyphénol et en flavonoïdes, et aussi le dosage des minéraux par la méthode ICP-MS.
Pour la détermination des paramètres pédologiques, on a déterminé le potentiel hydrogène et on a analysé le phosphore assimilable selon des méthodes standardisées, l'azote aussi. Pour la détermination des paramètres biologiques, paramètres pédologiques des échantillons forestiers, on a juste ajouté deux différentes méthodes, celle des minéraux par spectrophotométrie d'absorption atomique et aussi la détermination de carbone organique et inorganique et total par la méthode AFLAM. Passons maintenant aux résultats et discussions. Le premier, ces résultats sont publiés, donc on a utilisé différents indices. Le premier indice, c'est l'indice de richesse, l'indice de Shannon, l'indice de régularité de Pilot et l'indice de la dominance de Sampson. On a aussi calculé la densité des plantes par mètre carré et le poids frais des plantes kilogrammes par mètre carré. Concernant les données climatiques, on a basé juste sur le mois lié à la pluviométrie. Entre novembre et mars, on a étudié la température maximale, minimale, le vent, l'humidité et les précipitations. Concernant les analyses statistiques, l'article a été fait par différentes analyses. On a la comparaison des moyens, les indices de diversité, le test de LMTS, l'ACP et la corrélation Asperman. Passons maintenant à l'analyse de la densité, le résultat de la densité florale et le poids frais. Les résultats montrent une différence hautement significative entre les 6 sites en 2021 et en 2023, avec un R carré expliquant de 70% de la variabilité. Le site de Tirza présente une densité nettement plus élevé que les autres sites, tandis que le site de l'Oxabé enregistrait la densité florale la plus élevée parce que c'était un site qui se trouve juste au bout de Sahara. Donc, avec c'est une variabilité augmente avec en 2023. Là, on n'a pas beaucoup de pluie en comparant en 2021. Concernant le poids frais, en 2021, le modèle explique 54,8 de la variabilité, ce qui signifie mais moins fort qu'en 2023, où 80% de la variabilité était expliquée. Le site de Imoulas présente le poids frais le plus élevé parmi les sites pour les 2 années. Les résultats de l'ordonnation multidimensionnelle non métrique a révélé des différences claires dans la composition des espèces entre les sujets étudiés. L'année se révèle être un facteur déterminant, influençant fortement la composition floristique entre les deux années. En 2021, avec un stress de 0,15, un chevauchement important entre les sites a été observé, indiquant une relative homogénéité. En 2023, le stress a chuté à 0,05 et le chevauchement entre les sites est devenu minimal, révélant une hétérogénéité marquée des communautés végétales. Ces résultats montrent une différenciation croissante des espèces entre les sites au fil du temps. Par exemple, le site de l'Oxabi, elle est toujours éloignée en 2023 parce qu'il n'y a pas de pluie et c'est une région saharienne. La matrice des distances de Jacquard établie pour les 6 sites sur les 2 années offre une représentation visuelle claire des similarités floristiques entre les sites. Le chevauchement floristique le plus élevé a été observé entre Smouka 2021 et Tamjloj 2023 avec une valeur de distance de Jacquard de 0,51. Cette forte similarité s'explique probablement par leur proximité géographique, une pluviométrie comparable ainsi qu'un stock de semences partagé. On peut présenter un petit peu des résultats pour le premier axe. Concernant la classification des espèces identifiées, on a 31 familles identifiées. Les espèces sont réparties et classées comme suivant. 21% des espèces sont des astéracées, 15% sont des fabacées et 7% sont des caryophyllacées. Le photo suivant, juste une illustration des paysages des plateformes de Xabi.
c'est la porte des Sahara marocains. Celui-ci, ce sont 10 sites différents. C'est la forêt de Sidi Ifni et ça, c'est la forêt, c'est le limitrophe, pas une forêt, le limitrophe de site de Guelmim. Ces photos illustrent quelques exemples représentatifs de la flore caractéristique des forêts limitrophes. Par exemple, on a trouvé Olia europea sauvage au limitrophe des plateformes de Essaouira. Passons maintenant quelques résultats de deuxième axe. Les photos suivantes représentent quelques résultats de la migration des produits PCR. Pour récapituler, on a constaté que l'arganier présente une grande diversité génétique entre par exemple, à ce cas, on a les jeunes plantiers sont très diversifiés que les grands arbres. Il y a aussi une différence entre les deux sites, par exemple, Guilmim et CDFMI, mais même si elles sont proches géographiquement, mais ce sont deux types de climats différents. Parce que, par exemple, la Sidi Ifni, on a travaillé sur des forêts, mais à Guilmim, c'est vraiment le Sahara. Pour quelques résultats, juste pour expliquer un petit peu sur le troisième axe, notre approche. L'approche mise en place pour cet axe repose sur deux étapes complémentaires. Donc, la première étape consiste l'observation directe, c'est la prendre des notes pendant les 3 ans par les bonnes pratiques qui ont été faites. Et la deuxième étape de notre démarche se concentre sur l'enquête approfondie sur l'impact des pratiques de gestion sur la biodiversité et le savoir-faire de la population locale. Ces photos, ce sont des terrains et l'autre pour l'enquête pendant les provinces de Essaouira. Arrivons maintenant aux publications. J'ai une publication de l'article « Impact of Climate and Soil on Plant Dynamic and Ecosystem Stability in Algae Orchids ». La deuxième publication, c'est comme deuxième auteur sur le titre assez simple, « The Impacts of Aridity and Algae Tree in Morocco, Implication for Conservation in Changing Climate ». Concernant les publications programmées, on a programmé cette publication pour répondre aux questions suivantes. Dans quelle mesure la provenance des semences influence la richesse allélique et la capacité d'adaptation des araignées en comparant les gens de population plantées aux populations locales? La deuxième, c'est pour répondre aux questions suivantes. Dans quelle mesure les araignées adaptées présentent-ils une similarité génétique et phytochimique avec les arbres locaux et comment les conditions phytoclimatiques influencent-ils leur adaptation et leur profil métabolique? En conclusion, cette étude souligne l'importance de la biodiversité florale et de la spécificité de chaque zone d'étude pour comprendre les dynamiques écologiques de la région, la conservation de la diversité allélique de l'arganier, en particulier celui planté par semis, demeure un enjeu majeur pour la durabilité des écosystèmes arganiers. Nous avons également constaté des changements significatifs dans la couverture végétale, mettant en évidence l'impact important du climat et des activités humaines sur les milieux. Et enfin, cette étude rappelle le rôle crucial du savoir-faire des populations locales dans la protection, la conservation et la gestion durable de l'arganier. Pour aller de l'avant, il est crucial d'encourager l'agroforestier associé à l'arganier en interrogeant des arbres fruitiers adaptés tels que l'olivier et le caroubier. Ce sont des arbres adaptés dans le climat aride et semi-aride. Il est également nécessaire d'améliorer les stratégies de récupération de l'eau afin de mieux gérer cette ressource précieuse. Par ailleurs, il est essentiel de renforcer la participation locale pour garantir une gestion durable des ressources naturelles. Merci pour votre attention.